Bonjour et bienvenue à ce webinaire Choisir la bonne visualisation de données. Mon nom est Sophie Marchand du CFO Masqué. Je dis webinaire, mais en fait, vous constatez qu'il s'agit d'une vidéo préenregistrée. Alors, ce devait être un webinaire, mais je suis dans un pays où l'Internet est peu fiable. Alors, j'ai cru bon enregistrer la vidéo de façon à ce qu'on n'ait pas de problème technique au niveau du webinaire. Ce qui ne change rien au contenu d'aujourd'hui. Alors, le contenu tournera autour de la visualisation de données, bien entendu. Pour illustrer tout ça, je vais notamment consulter la galerie de visualisation de données qui fait partie du site Internet, donc du CFO Masqué. Alors, vous avez dans les outils la galerie de visualisation de données. On va regarder ce qui se trouve par catégorie. Alors, quand on essaie, par exemple, de faire une comparaison d'items, ça devrait être quoi les visualisations qu'on retient quand on essaie de trier, par exemple, des éléments, etc. Alors, je vais vous parler de ça dans le détail, en fait. Par la même occasion, je vais vous présenter un article où on définit qu'est-ce qu'on entend, par exemple, par comparaison d'items et ainsi de suite. Et je vais vraiment illustrer davantage que simplement si vous le consultiez par vous-même, parce qu'évidemment, il y aurait alors là aucun intérêt à ce que je fasse cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner beaucoup plus d'informations que ce que vous y retrouvez, pardon. Ça va vous donner aussi de l'inspiration, je pense, pour créer vos propres visualisations. Toutes les visualisations que vous retrouvez dans la galerie de visualisation, ce sont des visualisations que j'ai moi-même créées dans Excel. Alors, c'est possible de recréer le tout dans Excel sans problème. Au fil du temps, je vais en ajouter de plus en plus. Et aujourd'hui aussi, pour certaines catégories, je vais aller à l'extérieur de la galerie, notamment dans des articles de blog où j'ai montré comment faire d'autres types de visualisation de données. Alors, on va couvrir quand même assez large. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la, je ne sais plus comment on l'appelle, webinaire ou de la vidéo, on va dire de la vidéo, donc que vous puissiez vraiment avoir plus qu'une idée quand vient le temps d'exprimer une donnée de façon visuelle et que vous ne vous reposiez pas toujours sur les mêmes graphiques. Alors, on voit toujours des graphiques en colonne, des graphiques en ligne, des graphiques en tarte. Il y a autre chose. Et c'est ce qu'on va présenter donc dans la vidéo aujourd'hui. On va regarder ici quelle visualisation de données, dis-je bien, on peut utiliser pour faire des comparaisons d'items. Vous voyez que j'ai dans une catégorie séparée comparaison dans le temps. J'ai tergiversé beaucoup pour certaines visualisations, savoir où la classer. Évidemment, une visualisation peut être classée dans plus d'une catégorie et peut être utilisée de façon différente. Et il y a aussi tous les cas où on fait à la fois une comparaison dans le temps et une comparaison entre items. Et ça, je vais le traiter dans un autre temps, justement. Mais on va commencer donc avec des comparaisons d'items simplement. Et en même temps, pendant qu'on va passer à travers la galerie de la visualisation de données, la galerie de visualisation de données, devrais-je dire, je vais vous montrer que quand vous cliquez sur une visualisation, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit vous allez atterrir sur une page qui va vous indiquer où est-ce que vous pouvez vous procurer la visualisation comme telle. Comme par exemple ici, on vous dit que cette visualisation de données-là, elle est disponible sous forme de fichier à notre boutique en ligne. Et dans d'autres cas, on va tout simplement vous dire que c'est quelque chose qui est enseigné dans la formation XYZ. Alors, je vais essayer d'en trouver une ici, par exemple. Je vais ouvrir celle-là. On va y revenir dans un instant, mais si on clique et on ouvre ici, ça va nous dire que cette visualisation de données-là, on enseigne comment la faire dans la formation suivante. Alors, si ça vous intéresse de faire les visualisations dans Excel par vous-même, d'une part, vous pouvez suivre les formations qu'on vous recommande ou d'autre part, vous pouvez vous procurer ce qui se trouve à la boutique en ligne. Donc, j'en profite pour vous montrer que à la boutique en ligne, il y a quelque chose qui s'appelle choix de 3 visualisations de données dans Excel. Et quand vous cliquez là-dessus,
vous allez pouvoir donc ajouter les 3 visualisations de votre choix et les ajouter à votre panier. Donc, ça va vous donner accès au fichier Excel, finalement, qui va vous permettre d'utiliser la visualisation de données avec vos propres données, bien évidemment. Alors, revenons à nos moutons avec la comparaison d'items. On pourrait bien évidemment utiliser la tarte qui ne fait pas le bonheur de tous. Alors, on discute beaucoup de la fameuse tarte dans le monde de la visualisation de données. Je pense qu'effectivement, une tarte avec trop de pointes, c'est peu intéressant. Une des problématiques de la tarte dans Excel, c'est aussi le fait que les étiquettes de données peuvent finir par s'empiéter. Donc, si on veut une tarte qui soit dynamique et qui s'ajuste à nos données, le fait que les étiquettes peuvent s'empiéter, ça peut être un problème. Mais je pense qu'on peut utiliser la tarte de la façon que je vous montre à l'écran en ce moment, de façon un petit peu plus créative, un petit peu plus design. C'est très percutant parce qu'on voit clairement une pointe de tarte avec sa valeur. Alors, on peut comprendre quel morceau, par exemple, le verre ici occupe dans l'espace total. Donc, moi, je pense que si on l'utilise de cette façon-là pour comparer des items entre eux, par exemple, si on disait 30% de la population, mais je suis en train de comparer une portion de la population avec la totalité de la population, je pense que ça peut être intéressant. Puis de cette façon-là, visuellement, ça a un bon impact. La même chose avec le graphique en anneaux, ça nous permet de faire des comparaisons qui sont également intéressantes. Alors, même objectif, c'est peut-être même plus facile à utiliser ici parce que vous voyez que le pourcentage est au centre. Alors, c'est un pourcentage qui est évidemment dynamique. Quand on va changer nos chiffres, ça va changer ici. La différence, c'est que la tarte, si par exemple le 75% ici, si ça devient 25% puis qu'on a juste la pointe dans le bas, le 75 ne sera pas au bon endroit. Alors, c'est peut-être encore plus facile d'opter pour un anneau comme ça ici. Et encore une fois, c'est somme toute assez percutant. On a ensuite je ne sais pas comment on l'appelle, ce graphique-là, le tornado chart, je pense qu'on dit en anglais. Le graphique en tornade. Alors, c'est intéressant parce que on peut regarder, par exemple, avant, après une situation X, de part et d'autre. Donc, on peut lister les éléments. Ici, c'est des filiales qu'on compare entre elles. On a aussi pris soin de placer ça en ordre décroissant d'un des deux côtés, évidemment, si ça ne peut pas être pareil des deux côtés. Mais on a différentes façons de faire ça dans Excel. Vous voyez qu'ici, c'est carrément 2 graphiques séparés qui se parlent. Il y a aussi la possibilité de le faire dans un seul et même graphique. Je pense que je préfère cette méthode-là ici. C'est peut-être visuellement plus intéressant, plus facile de comparer aussi. Alors, ça remplacerait, par exemple, ici on a 6 filiales, 6 tartes côte à côte, ça ferait beaucoup de tartes. Le voir comme ça, je pense que c'est une bonne alternative. On a aussi ce qu'on appelle en anglais le slope chart ou le graphique en pente. C'est un graphique qu'on pense rarement à utiliser, mais il a pourtant tellement d'impact, surtout si on met en relief une information, une série de données par rapport aux autres. Par exemple, ici, on regarde dans l'ancienne usine certaines données de production par rapport à des produits et dans la nouvelle usine. Et là, on voit, par exemple, dans ce cas-ci, que le produit D, wow, ça s'est beaucoup amélioré. Les autres produits, ça ne s'est pas amélioré. Au contraire, ça s'est détérioré. Et là, on peut mettre en relief. Et c'est très, très percutant, plus que, je pense, par exemple, un graphique en colonne. Alors, on peut essayer d'y penser plus souvent, en fait, à ces graphiques-là. C'est un graphique en courbe dans lequel, finalement, on a seulement 2 points dans la courbe et plusieurs séries de données. Si vous êtes capable de mettre une couleur en relief, c'est franchement intéressant et ça a pas mal d'impact. On a aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle en anglais les small multiples, ou je présume en français, on peut dire les petits multiples. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être assez intéressant. Par exemple, on se met
une échelle et on compare dans ce cas-ci, donc c'est des régions. Évidemment, ici, une comparaison d'items, mais aussi une comparaison dans le temps. C'est ce que je disais tantôt, c'est difficile parfois de faire la part des choses, mais c'est assez facile de les comparer. Et imaginez si toutes ces régions-là étaient dans le même graphique, une courbe par-dessus l'autre. Là, il devient assez difficile de distinguer chacune des régions, alors que quand on les met côte à côte comme ça, c'est beaucoup plus facile. Peut-être même ici, les graphiques à R, ça a peut-être encore visuellement plus d'impact. Évidemment, là, vous pouvez y aller du graphique de votre choix. On retrouve à nouveau ici, notamment les graphiques en pente. Et pour faire les graphiques à petits multiples, ben, vous avez aussi la possibilité dans Excel d'utiliser les sparklines. Faites juste attention parce que les sparklines ont tendance à vous mettre des axes des Y qui ne sont pas nécessairement les mêmes d'un à l'autre, donc il faut quand même être vigilant. Vous avez peut-être plus de contrôle avec les graphiques comme tels dans Excel. Alors, les petits multiples, quand on veut comparer au lieu de superposer, ça peut être une très bonne idée. Ensuite, on a ici, on l'appelle dumbbell, je ne sais plus comment on dit en anglais, en français, mais on a les regroupements de points, je pense que c'est un bon terme en fait, où est-ce qu'on voit visuellement, donc dans ce cas-ci, entre Q1 et Q2, encore une fois, on a une notion de comparaison dans le temps et une comparaison d'items. Ce que j'aime là-dedans, c'est que visuellement, on voit vraiment comment ça s'est déplacé. On a la possibilité aussi de mettre une cible. C'est intéressant donc de mettre les données en contexte. Alors, plus vos visualisations vont avoir d'un contexte précis, plus on va comprendre que ces données-là, finalement, n'ont pas atteint la cible, puis celles-là, ben, elles ont dépassé la cible, au-delà du fait que Q1, Q2 est meilleur ou moins bon. Et c'est bien aussi parfois de jouer avec les couleurs dans le titre. Donc le bleu réfère au bleu, le gris réfère au gris. Ça aide visuellement à mieux consommer l'information dans nos visualisations. On a maintenant ici les graphiques en suçon ou en sucette, ou je ne sais pas comment vous voulez les appeler, qui sont ni plus ni moins des marqueurs ici de graphiques. Je pense que ça a un bon impact visuel, c'est joli. Bon, ça ne fait pas grand état d'autre chose que de comparer les items entre eux. Évidemment, idéalement, on va les mettre en ordre croissant ou décroissant. De la même façon, ici, si on a beaucoup d'items, on peut faire des suçons à l'horizontale, si j'ose dire. Alors, si jamais vous procurez le fichier, sachez que c'est très dynamique. Vous pouvez ajouter les éléments et ça va se rajouter ici. J'aime bien ça parce que c'est très clair. Il n'y a pas trop... en fait, il y a beaucoup d'informations, mais ça n'occupe pas beaucoup d'espace. Vous voyez que c'est en ordre du plus négatif jusqu'au plus positif, avec les points rouges pour les négatifs, les points verts pour les positifs. On est capable de suivre l'ordre des villes, du classement des villes comme ça ici, simplement. Alors moi, c'est un graphique que je trouve qui montre beaucoup d'informations dans peu d'espace et il n'y a pas de confusion. On comprend très bien ce qui est présenté dans ce graphique-là. On a ici maintenant les thermomètres horizontaux. J'ai osé les appeler comme ça. Je ne sais pas si c'est le terme adéquat. C'est juste que souvent, on va prendre des graphiques à barres ou des graphiques en colonne et parfois juste compléter le graphique avec une section. Vous voyez ici le gris donne plus une impression de mercure dans la courbe. Alors, surtout si on est en termes de pourcentage. 65%, si on n'avait pas la partie en gris, on est quand même capable de le comparer au 47, 36, 32, 28, mais moins à son 100%. Alors, ça, je pense que si vous êtes notamment en train de comparer des items entre eux, mais des items en pourcentage, je pense que ça peut être intéressant d'opter pour ce genre de visualisation. On a ici l'écart en barre. Moi, c'est un des que je trouve les plus percutants, en fait. Souvent, on va regarder l'évolution d'une donnée par rapport à une autre donnée. On va les mettre côte à côte. C'est difficile de voir les écarts. C'est difficile de transmettre un message clair.
Pourquoi pas montrer directement l'écart? Alors ici, si on présente l'écart comme tel entre deux données, ben, en rouge c'est négatif, en vert c'est positif. On est capable de voir clairement donc chacun des items. Pour moi, c'est un des graphiques qui est le plus clair et qui présente l'information d'une façon quand même assez percutante. Quand vous comparez les items, vous avez aussi les fameux graphiques en quartile. En fait, ça, c'est venu dans les versions d'Excel 2016. Moi, c'est quelque chose que j'utilise moins parce que j'ai juste moins de situations, si j'ose dire, où je peux les utiliser adéquatement. Mais si on regarde ici, là, il y a des couleurs. Chacune des couleurs représente un employé. Et en supposant que l'employé a été évalué, on va dire 4 fois pendant l'année, on a toujours la position de l'employé comme tel. On a les quartiles, donc, qui sont présentés dans les... par exemple, ici, la barre en dessous, premier quartile, le deuxième jusqu'à la ligne, deuxième quartile, troisième quartile, quatrième quartile. On a souvent la moyenne aussi qui est présentée. Donc, on est capable de voir la volatilité à chaque évaluation. On est capable de voir la tendance aussi. Évidemment, ça aussi, c'est une comparaison qui se fait dans le temps, puisqu'on regarde différentes évaluations. Je pense que dans un contexte justement où on analyse des résultats, ça peut être encore plus intéressant. Également, en 2016, est arrivé donc le graphique Sunburst ou rayon de soleil. C'est un graphique qui, au départ, peut sembler difficile à interpréter. Moi, je pense qu'on peut parler de comparaison d'items parce que si vous regardez ici, dans l'anneau du centre, j'ai salon, salle à manger, chambre, cuisine et salle de bain, en supposant que c'est la répartition des revenus. On va supposer par exemple que je suis un magasin de meubles, n'est-ce pas? Donc, c'est la répartition des revenus. Et dans le salon, ben, ça se décompose en meubles puis en décoration. Et meubles, ça se décompose dans tous les éléments suivants. Alors, on a, je trouve, visuellement une bonne idée de comment se répercutent les revenus, non pas juste dans les grands départements, mais dans les sous-départements également. Alors, visuellement, on a beaucoup d'informations et on est capable justement de comparer plusieurs items en un coup d'œil. Toujours donc dans nos comparaisons d'items, c'est la catégorie où il y a le plus de visualisation, vous allez voir. Et évidemment, dans les autres catégories, ben, il y a beaucoup de ces visualisations-là qui reviennent. Mais donc, on a notamment le graphique Pareto. Ça aussi, c'est apparu dans la version d'Excel 2016. Quand je dis que c'est apparu dans Excel 2016, évidemment, dans les versions antérieures, il y a toujours moyen de bricoler. Donc, Pareto, ça se bricole dans les versions antérieures également, mais ça se fait automatiquement en Excel 2016. Alors, si on regarde par exemple ici, on a des regroupements de prix, comment on a de ventes dans chacun des regroupements de prix et la courbe qui s'en va jusqu'au 100%. Donc, on comprend qu'au début, il contribue davantage et vers la fin, il contribue de moins en moins, d'où la fameuse règle de Pareto. Et on est aussi capable de regarder des graphiques, par exemple, sans faire de regroupement dans nos données. On est capable de regarder des graphiques comme ça ici. Par exemple, j'ai 8 produits dans cet intervalle de prix-là, 5 dans cet intervalle-là, et ainsi de suite. Alors, je pense que ça nous permet de comparer, encore une fois, différents items entre eux. Ça, ces graphiques-là, ils n'ont pas besoin d'être expliqués. Les graphiques en colonne comparés, bien honnêtement, je suis pas fan du graphique en colonne, histogramme groupé comme ça. Je trouve que c'est difficile de voir quoi que ce soit. Il n'y a pas d'information percutante qui ressort, mais ça peut être utilisé. C'est trop utilisé en fait. Tantôt, je vais vous donner par exemple, un contexte où c'est largement utilisé, c'est quand on compare des données actuelles et budgets au fil du temps. Et là, je vais vous donner des alternatives à ça. L'histogramme empilé, vous voyez, empilé à 100%, on fait un genre de thermomètre, encore une fois, ça, je trouve ça franchement intéressant. Empilé tout court, ben, c'est quand on essaie de
regarder une évolution au fil du temps, mais aussi à chaque période, regarder la proportion d'un item versus un autre. Alors dans ce cas-là, je pense que ça peut effectivement être utilisé. Le graphique en barre, lui, du moment qu'on va regarder par exemple le top 5 des meilleurs vendeurs ou le top 10 des meilleurs produits ou l'inverse, les pires représentants des ventes par exemple, je pense que c'est très visuel, ça peut être fort intéressant. Quand on fait un graphique en barre empilé comme ça ici, moi, là, je l'ai mis dans la comparaison d'items, on va le retrouver plus tard aussi dans une autre catégorie. J'aime ça notamment jouer avec les couleurs. Donc, vous voyez ici que si j'ai 5 catégories, par exemple, dans ce graphique-là ici, on va supposer qu'on a des répondants à un sondage. Ceux qui ne sont pas d'accord sont en rouge, ceux qui sont d'accord sont en vert, mais il y a des gens qui sont fortement en désaccord, d'autres qui sont un peu en désaccord, donc on a un rouge plus intense et moins intense. Et on a les gens neutres au centre. Alors je pense que ça, quand on regarde ça, c'est très, très visuel, ça parle beaucoup. Et en fait, si je l'ouvrais, notamment dans le contexte des sondages, encore une fois, ce n'est pas la catégorie qu'on a présentement, les sondages, mais si vous aviez des sondages, vous essayiez de tout mettre sur le même graphique avec un graphique en barre, ce serait illisible. Alors, le travailler comme ça, vous voyez qu'en haut et en bas, c'est les mêmes données, mais en bas, c'est beaucoup plus percutant. Maintenant, on va regarder le graphique ici. Bon, ce graphique-là, c'est un graphique en courbe, mais on compare quand même aussi deux items. On va le revoir tantôt dans nos graphiques au fil du temps. La tarte utilisée, donc le graphique en secteur utilisé dans son format conventionnel et l'anneau dans son format conventionnel. Comme je vous disais, il ne faut pas qu'il y ait trop de pointes de tarte pour que ça puisse être intéressant. Et idéalement, les pointes ne changent pas de façon dramatique d'une période à l'autre parce que sinon les étiquettes vont finir par s'empiéter. Dans Excel, c'est un joyeux problème. Vous avez aussi dans les anneaux la possibilité par contre de mettre plus qu'une série de données. Alors ça peut être peut-être intéressant, bien que ça peut parfois porter en confusion. Si vous regardez dans le centre de l'anneau ici, la section en bleu, elle est plus grande que dans la section en bleu dans l'anneau extérieur. Vous pouvez le voir en regardant la ligne sur le côté ici. En fait, je vais ouvrir le tout. Je commence à avoir pas mal d'onglets d'ouvert. Il va falloir que je fasse un petit ménage là-dedans. Donc, pendant qu'il cherche, je vais essayer d'en fermer quelques-uns, n'est-ce pas? Alors, on va fermer quelques-uns comme ça. Désolée pour la petite pause, mais je pense que ça va faire du bien. Alors, on va fermer, on va fermer, on va fermer. Et il ne faudrait pas que je ferme celui que je vais vous montrer ici. Donc, vous regardez ici, la barre en bleu, donc la section en bleu commence au même endroit, celle à l'intérieur finit plus loin. Donc, nécessairement, ça veut dire qu'elle est plus importante que celle à l'extérieur, effectivement 51%, 44%. Mais pour certains usagers, quand ils regardent ça, ils comprennent qu'à l'extérieur, c'est plus grand. Donc, il faut quand même un œil avisé, mais quand l'œil est finalement avisé, je pense que ça peut être intéressant de regarder comment se compare donc la série de données à l'intérieur versus la série de données à l'extérieur. La comparaison d'items, évidemment, on a aussi la possibilité de regarder le nuage de points. Alors, dans le nuage de points, si je l'ouvre ici, vous avez donc la possibilité, par exemple, dans ce graphique-là, je regarde les appels entrants versus les ventes. Alors, sur l'axe des X, j'ai des appels entrants. Sur l'axe des Y, j'ai des ventes. Donc, chacun des points, c'est un point qui représente le nombre d'appels entrants, puis les ventes qu'il y a eu cette journée-là, différentes journées dans le temps. Et on regarde s'il y a une tendance, parce qu'on se dit que plus il y a d'appels entrants, probablement qu'il y a le plus de ventes. Effectivement, il y a une relation ici positive, mais il y a aussi des points qui s'écartent de la tendance. Alors peut-être qu'on va vouloir étudier ces points-là. Ici, il y a beaucoup d'appels, peu de ventes. Ici, il y a peu d'appels, beaucoup de ventes.
Donc, est-ce qu'il y avait une forte promotion ici? Ici, est-ce qu'il y avait une panne quelconque? Donc, on va essayer de documenter les points qui s'écartent, notamment de la tendance. Alors ça, je pense que ça peut être intéressant. Il faut juste faire attention avec ce genre de graphique-là pour ne pas faire dire n'importe quoi, parce qu'évidemment, parfois, il y a des corrélations, mais qui dit corrélation ne dit pas toujours relation de cause à effet, n'est-ce pas? Alors, vous avez notamment sur le web un blogueur qui documente des données que vous pouvez vérifier, des données réelles, et il montre qu'il y a des corrélations. Par exemple, un des exemples, c'est le nombre de noyades aux États-Unis dans une année est parfaitement corrélé avec le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage a joué. C'est une parfaite corrélation, mais évidemment, vous comprenez qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Alors, il ne faut pas faire dire n'importe quoi à nos données non plus, mais on peut très bien analyser, par contre, les écarts à la tendance et regarder ce qui s'est passé avec ces données-là. Le graphique en bulle, en fait, il ajoute une troisième dimension à notre graphique en nuage de par sa taille. Par exemple, ici, j'ai utilisé le graphique en bulle pour comparer, parce qu'on est dans la comparaison d'items, n'est-ce pas, comparer différents projets entre eux. Alors, on regarde le risque, le rendement et la taille de l'investissement. Et dans le cadran ici, on a fait quatre cadrans dans notre graphique. Et sur l'axe des X, on a le risque. Sur l'axe des Y, le rendement. Donc, évidemment, on veut le moins de risque, le plus de rendement. Donc, on veut être dans le cadran ici. On va sûrement privilégier les projets qui sont ici. Et par la suite, peut-être qu'on va regarder... en fait, c'est sûr et certain que plus de risques, moins de rendement, ils ne nous intéresseront pas. Ensuite, dans lequel des deux cadrans on va aller, ça va dépendre de la position de l'entreprise. Est-ce qu'elle est prête à prendre plus de risques pour plus de rendement ou au contraire, elle ne va vraiment pas prendre de risques quitte à avoir moins de rendement? Ça, ce sera un choix d'entreprise. Mais visuellement, donc, ça l'aide à porter, en fait, à prendre ce genre de décision. Un autre graphique qui est pourtant fort intéressant dans Excel et peu utilisé parce qu'il s'appelle graphique boursier. On l'utilise surtout pour les stocks, donc mesurer la valeur des actions, mais il peut être utilisé dans d'autres contextes. Grosso modo, si on regarde ici, ça nous dit, si on regarde le tout dans le cadre d'une action, ça part d'un minimum, une valeur minimum, une valeur maximum et une valeur de clôture. Donc, on est capable de voir l'évolution du stock de l'action dans le temps et pour une journée donnée, on est capable de voir la volatilité. Ça a été quoi la valeur maximum et minimum. Et on a aussi la possibilité de le voir avec la valeur d'ouverture, pas seulement la valeur de clôture. Donc avec un cube au lieu d'une petite barre et la couleur qui dit si ça l'a ouvert plus élevé que la fermeture ou l'inverse. Et vous avez la possibilité de rajouter les volumes transigés aussi. Mais si vous regardez ces graphiques-là, vous pourriez les utiliser pour un paquet d'autres situations. Vous pourriez, par exemple, évaluer des employés et regarder l'employé se situe où dans son groupe par rapport aux plus faibles et aux plus performants. Il y a toutes sortes d'adaptations qu'on pourrait faire dans un contexte corporatif. Ici, maintenant, le graphique en, comment on l'appelle déjà, radar, je crois, il est utilisé souvent pour faire de l'adéquation. Alors, si on regarde ici, par exemple, on veut comparer l'employé A à l'employé B. Alors, on cherche, par exemple, à remplir un poste. On leur fait passer des tests où on les évalue en fait sur certaines compétences, donc les compétences que l'on recherche. Et on voit donc l'adéquation de chaque employé pour les compétences. Et là, après ça, c'est à savoir est-ce que j'en veux un qui répond parfaitement à la moitié de mes critères ou j'en veux un qui est moins parfait mais qui répond pas mal à tous les critères. Après ça, c'est une décision d'entreprise, mais c'est ce qu'on peut voir visuellement dans ce type de graphique-là. Donc, encore une fois, on peut comparer les deux items entre eux.
Et finalement, on peut être très créatif, puis on peut faire toutes sortes de choses. J'ai un article de blog d'ailleurs sur le petit outil ici. C'est tout simplement différentes façons de présenter des données. Ça peut être des KPI qu'on compare côte à côte, des points dans le temps. Donc, vous voyez ici, j'ai mis 4 KPI côte à côte. On voit le point dans un genre de thermomètre. Je pense que ça peut être intéressant, surtout si on est en train de comparer des données qui bougent souvent. Là, ça peut sans doute servir visuellement. C'est pratiquement comme des tachymètres, mais en hauteur. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis beaucoup de choix. C'est la catégorie où il y en a le plus. Et il y a beaucoup de ces graphiques-là donc, qui vont être répétés dans les autres catégories. Bien évidemment, au fil du temps, je vais aussi ajouter de nouvelles visualisations. Alors, n'hésitez jamais à revenir dans la galerie quand vous avez notamment ici à comparer des items entre eux. Je pense que ce n'est pas le choix qui manque. Vous aurez beaucoup d'idées donc pour vous alimenter. Regardons maintenant les comparaisons dans le temps. Alors, il y a beaucoup de graphiques là-dedans qu'on a déjà vus. Le graphique en pente notamment que j'aime beaucoup pour les raisons que j'ai déjà mentionnées. Vous avez la courbe dépouillée. Dépouillée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça parce qu'il y a des gros marqueurs au centre. Mais je pense que s'il n'y a pas trop d'éléments, de le mettre comme ça peut être intéressant. On a à nouveau notre graphique avec les petits multiples, n'est-ce pas? Donc, les graphiques en courbe nécessairement font des comparaisons dans le temps. On a aussi à nouveau nos regroupements de points, donc en supposant qu'on part justement dans notre exemple, c'était de Q1 à Q2, donc un mouvement dans le temps. On veut voir donc est-ce qu'on est meilleur en Q2 qu'en Q1, sachant que Q2 c'est le gris pâle, on voit que pour un des éléments, eh bien non, on est moins bon en Q2 qu'en Q1, alors que pour le reste, effectivement, on est meilleur. J'ai remis à nouveau le graphique en quartile parce qu'évidemment, on peut regarder l'évolution des résultats au fil du temps. Et un petit nouveau, on a le graphique ici en cascade. Le graphique en cascade, en fait, il aurait pu aussi être dans la comparaison d'items quand on y pense. Mais donc, par exemple, ici, si je compare le budget et l'actuel, c'est temporel, mais c'est aussi deux items que l'on compare. Et c'est de regarder qu'est-ce qui explique donc la variation entre ce qu'on avait prévu au budget et ce qu'on a obtenu dans les actuels. Et en rouge, donc, on montre les impacts négatifs, en vert, les impacts positifs. Et là, vous pouvez penser à toutes sortes de choses. Ça peut être d'un mois à un autre. Donc, les ventes du mois de mars par rapport aux ventes du mois d'avril. On va regarder, par exemple, les variations par produit, par filiale, par région. Alors ici, je pense qu'on peut faire toutes sortes de choses assez intéressantes. Pour moi, le graphique en cascade, c'est un des graphiques qui parle le plus, surtout quand on est dans le milieu de la finance. Et le graphique en cascade, il se bricole dans toutes les versions d'Excel, mais il faut quand même beaucoup de talent pour bricoler ce graphique-là. Mais sachez que dans Excel 2016, il est imbriqué, donc il existe maintenant par défaut, dans les graphiques par défaut d'Excel 2016. On a aussi, le graphique histogramme, ça peut être intéressant si on le compare aussi à une courbe. Souvent, on veut regarder, par exemple, est-ce que les ventes dans le temps, elles vont dans le même sens que mes marges en pourcentage, des trucs comme ça. Donc, on sera dans un contexte où le graphique est utilisé avec un axe secondaire notamment. On a notre fameux histogramme groupé. Je passe par-dessus, je vais vous montrer quelque chose d'autre dans quelques instants. Sinon, on a tous nos graphiques en courbe. Les graphiques en courbe, donc deux courbes qui, au fil du temps, évoluent. On voit donc qu'il y en a une qui évolue à la hausse, l'autre à la baisse. Mais on pourrait aussi les mettre empilés. Donc, regardez, si par exemple la courbe, c'est
on va dire par exemple l'évolution du taux de TVQ et de TPS et on veut savoir comment notre taux total de taxes a évolué au fil du temps, bien évidemment, on va regarder la ligne du haut, mais on va aussi pouvoir regarder la ligne du bas, en supposant que c'est la TPS, et entre la ligne bleue et la ligne grise, bien, ce sera l'évolution de la TVQ, par exemple. Et si on veut que ce soit encore plus clair, si on veut regarder, par exemple, est-ce que la TPS versus la TVQ a évolué dans le même sens ou non, bien, supposons qu'on mettrait la TPS en haut à 100 bien, on voit que, là, ce n'est pas des données réelles que je suis en train de vous dire, là, j'ai pris un exemple complètement au hasard comme ça. On verrait dans ce cas-là, si c'était des données réelles, que la TVQ est devenue de moins en moins importante par rapport à la TPS, ce qui n'est pas tout à fait le cas, donc vous comprenez que c'est des données que je viens d'inventer. Mais ce serait donc le genre de contexte où on pourrait utiliser ces courbes-là. Et on a aussi les graphiques à R, en fait. Si vous ne les empilez pas, les aires, ben, on manque des morceaux. C'est franchement pas intéressant. Je ne sais même pas pourquoi ça existe dans Excel. Mais du moment qu'on les empile, par contre, là, ça peut être intéressant parce qu'on voit l'évolution du total des 3 séries dans ce cas-ci. Et on voit aussi la répartition entre chaque. Donc, c'est un peu comme des graphiques histogrammes empilés. Mais comme ils sont en continu, on a une notion encore plus grande de temporalité, si j'ose dire, d'évolution dans le temps. Et comme on est ici dans la comparaison dans le temps et qu'on a vu aussi la comparaison d'items, j'aimerais vous ramener vers un article de blog que j'ai rédigé il y a quelque temps. Et je l'ai rédigé d'un coup comme ça, sans trop réfléchir. Et finalement, vous êtes tellement nombreux à m'avoir écrit suite à cet article de blog que je me suis dit, ben coudonc, ça a eu plus d'impact que je croyais. Et c'était parce que j'ai écrit cet article parce que pour la, je ne sais pas combien de fois, probablement la 2500e fois, je voyais un graphique d'un client qui montrait les ventes versus le budget, mois par mois. Et je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on essaie de transmettre comme message avec un tel graphique? Oui, on est capable de voir combien les ventes ont atteint à chaque mois, on est capable de voir si on a fait mieux que le budget, mais il faut quand même regarder attentivement chacune des barres. Et il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui pop. Je me suis dit que peut-être je pourrais vous faire des propositions pour essayer de varier. Bon, peut-être que vous l'adorez, ce graphique-là, vous l'avez adopté et vous ne voulez plus vous en passer, mais je vous invite quand même à considérer d'autres options. Par exemple, si ce que vous voulez regarder, c'est au fil du temps comment vos données ont évolué et est-ce qu'elles ont évolué dans le même sens que le budget ou elles ont fait mieux ou pire, bien déjà 2 courbes, ça m'apparaît beaucoup mieux que les deux colonnes, si j'ose dire, histogrammes ici groupés, donc côte à côte. Parce qu'on voit très bien l'évolution et on voit tous les moments où les actuels ont été au-dessus du budget ou en dessous. Alors pour moi, ça, c'est déjà beaucoup plus clair. Le message, je regarde le graphique et le message est absorbé très rapidement. Si vous connaissez Stephen Few, lui, il va un peu plus loin et ce qu'il nous propose, c'est de dire, ben pourquoi pas regarder en fait, j'ai les couleurs qui sont inversées, mais il faudrait plutôt mettre, par exemple, le budget à 100% et regarder les actuels, comment ils évoluent par rapport au budget. Alors, est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Donc, encore une fois, j'ai inversé les trucs ici, mais vous voyez un peu le genre d'idées qu'on veut présenter ici. Si on a fait notre budget correctement, donc notre budget, c'est exactement ce à quoi on s'attend, bien, pourquoi ne pas le mettre à 100% et regarder notre évolution par rapport à ce budget-là qui a déjà été bien réfléchi, évidemment. Sinon, si vous tenez à vos colonnes dans votre graphique de comparaison au fil du temps des ventes versus le budget, les actuels versus le budget, mais vous pourriez peut-être mettre les écarts d'une couleur différente pour qu'on voit que, ici, par rapport au budget, il y a un écart positif, ici, il y a un écart négatif. Donc, on va continuer de voir l'évolution, mais on va regarder vraiment que la courbe des actuels. On ne sera pas entremêlé ici avec la courbe de budget et on va voir les mois où on a fait mieux que le budget et où on a fait moins bien. Et tant qu'à faire, vous pourriez mettre
quand on fait mieux en vert, les portions en vert, et quand on fait moins bien en rouge, c'est encore plus visuel. Et un peu comme je l'ai mentionné tantôt, mais c'était dans un graphique à barres, donc horizontal et non vertical. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer les écarts. Alors encore une fois, si vous avez bien fait votre budget, vous l'avez bien réfléchi, c'est là où vous pensiez atterrir sur le budget à chacun des mois, mais pourquoi pas regarder simplement les écarts comme tels, l'évolution des écarts par rapport à ce que vous aviez prévu. Et encore une fois, pourquoi ne pas, tant qu'à faire, mettre les écarts positifs en vert, les écarts négatifs en rouge? Ça ici, ça m'apparaît beaucoup plus, avoir beaucoup plus d'impact. Et encore une fois, si vous ne voulez pas montrer les écarts, vous tenez vraiment à vos bâtons. Pourquoi ne pas mettre vos actuels un peu plus minces, si j'ose dire, pour donner l'impression d'un espèce de thermomètre, finalement, qui dépasse ou non le budget. Et encore une fois, ben, pourquoi pas mettre un mercure rouge quand ça n'a pas dépassé le budget, ça n'a même pas atteint le budget, et vert quand ça l'a dépassé. Comme ça, vous aurez vos deux bâtons, mais au lieu d'être côte à côte, il y aurait quelque chose de peu plus visuel, et vous allez pouvoir davantage voir la courbe des actuels et la courbe des budgets. Alors, vous voyez que la même information ici, elle est présentée de différentes façons et c'est toujours de se demander, ben, c'est quoi le message coudonc qu'on veut communiquer, qu'est-ce qui est important ici? Et quand vous allez répondre à cette question-là, vous allez savoir quelle visualisation donc vous devriez choisir pour présenter vos données. Alors, on vient de voir les comparaisons d'items, les comparaisons dans le temps et même un mix des deux. Et ça me semble être des catégories qui sont assez évidentes. Mais vous avez néanmoins sur la page donc d'articles dont je vous ai parlé en début de vidéo, des exemples donc de ce que pourrait être des comparaisons d'items. Alors, le projet 1 est plus rentable que le projet 2. L'opinion la plus favorable vient du groupe 1 et l'opinion la moins favorable vient du groupe 5. Il n'y a aucune différence de productivité entre la machine C et la machine D. Donc, on est vraiment en train de comparer des items entre eux. Donc, comme je disais, c'est assez simple. Comparaison dans le temps, bien évidemment, on est en train de regarder comment les items ont évolué au fil du temps. Alors, le nombre d'abonnés a augmenté au cours des trois derniers trimestres. Le nombre d'employés est demeuré stable depuis les 4 dernières années. Donc, on est en train de regarder l'évolution des éléments dans le temps. Ça va vraiment de soi. Quand on parle, par contre, de composition, alors c'est la catégorie où on était rendu ici. Qu'est-ce qu'on entend par composition? C'est vraiment quand on est en train de regarder un item par rapport à un tout. Donc, on a une portion d'un tout ou d'une dimension. Alors, par exemple, on pourrait dire la plupart des employés ont terminé leurs tâches dans les délais prescrits. Nos employés sont majoritairement des femmes. Nos nouveaux produits X ont déjà atteint 5% de part de marché. Alors, vous voyez, le 5, c'est un pourcentage du marché total. 75% de nos employés ont des assurances avec leurs conjoints, donc 75 par rapport à 100% des employés. Et 25% chez nous. J'avais pas lu le dernier bout. La plupart de nos clients sont du groupe d'âge 25-35. Donc, vous voyez, la plupart, c'est pas très précis, mais si on avait une visualisation, évidemment, on verrait donc un rassemblement de données. Ce serait peut-être des points, je ne sais pas. Mais idéalement, évidemment, on aurait un chiffre très précis qui dirait X% de nos clients sont du groupe d'âge 25-35, et etc. Donc, c'est ce qu'on entend par composition. Évidemment, les deux premières visualisations, je pense qu'elles sont excellentes dans ce type de situation. Le graphique en gaufre qu'on n'a pas encore vu, c'est un graphique que j'aime bien faire dans Excel. Il est fait à partir d'un graphique à barres dans lequel on utilise des images.
et il parle de lui-même. Alors, dans mon livre à moi, c'est dans la même catégorie que le graphique en secteur et l'anneau avec les pourcentages. Et les autres graphiques, donc, peuvent être utilisés dans ce cas-là. On les a déjà vus dans les autres sections. Alors, vous regarderez comment vous pouvez vous en servir dans le cas d'une composition. Maintenant, quand on parle de distribution, alors si on regarde distribution, on va le chercher ici, ce sont les cas où on étudie des résultats. Donc, ça peut être des résultats de sondage, des résultats de tests de laboratoire, examens, essais, etc. Alors, par exemple, les étudiants ont mentionné que l'option A était la plus favorable. La plupart des employés avaient une mauvaise opinion de ce service. Parmi les options disponibles, les répondants ont préféré les options B, D et F. Donc, on analyse des résultats, ni plus ni moins. Dans ce cas-là, donc, encore une fois, des graphiques qu'on a déjà vus, mais il y a un graphique que je veux vous montrer qui n'est pas dans la galerie de visualisation de données. En fait, il le sera éventuellement, mais peut-être même qu'au moment où vous écouterez la vidéo, il y sera. Mais cela étant dit, j'ai quand même fait un article sur le sujet, donc je vais vous le présenter ici. C'est ce qu'on appelle un diagramme, et là je vais sûrement massacrer le nom, mais de Levy-Jennings ou quelque chose comme ça. Et en fait, si vous allez lire l'article, vous verrez que ce diagramme m'a été suggéré par mon beau-frère. Alors, mon beau-frère est un scientifique. Il travaille donc en laboratoire. Il analyse toutes sortes d'échantillons de données, si j'ose dire. Et il a souvent recours donc à Excel pour visualiser les résultats donc de ses analyses. Et il me posait des questions, donc, à savoir comment il pouvait faire ce graphique de Levy-Jennings. Et c'est ce que j'ai fait donc dans l'article en question. Et grosso modo, bien, vous pouvez voir une zone où on devrait retrouver les résultats et finalement des résultats qui sont un peu à l'extérieur de la zone et qui sont probablement plus problématiques. Alors, je vais vous laisser lire l'article en détail, mais je pense que c'est visuellement ici assez intéressant. D'un point de vue géographique, vous voyez que c'est assez simple. Tout ce que vous avez, c'est ce qu'on a dans Excel 2016 en ce moment. En tout cas, c'est les cartes géographiques comme celles que vous voyez à l'écran. Vous avez évidemment Power Maps, mais on sort là un peu d'Excel pour voir des données vraiment sur si j'ose dire, un globe terrestre en 3 dimensions. Mais sinon, donc, à part le Excel 2016, je ne crois pas qu'il soit possible avec, en fait, il serait possible avec beaucoup de travail et de VBA notamment de créer des cartes géographiques dans Excel, mais c'est si simple en Excel 2016. Alors, si vous cherchez à faire ça, des cartes géographiques, passez à la version Excel 2016 et même 2019 parce qu'on est rendu à 2019 en ce moment. Et vous pourrez donc reproduire ce genre de cartes. Au niveau des relations et des corrélations, alors, relations et corrélations, on risque de me répéter, on ne veut pas faire dire n'importe quoi à nos données. En fait, si vous n'êtes pas un data scientist vraiment féru de statistiques, ne faites pas non plus de prédictifs sans savoir exactement ce que vous faites. Mais par contre, vous pouvez montrer sur des graphiques, comme c'est le cas ici, que des données évoluent dans le même sens ou ont une relation finalement entre elles sans que ce soit nécessairement un lien de cause à effet. Alors, dans quel contexte on aurait besoin de ce type de visualisation? Bien, je vous ai donné des exemples ici. Alors, par exemple, ça pourrait être chaque fois que nous augmentons le prix de vente du produit X, les ventes du produit Y augmentent. Alors, c'est bon à savoir. Les départements dont les employés peuvent travailler de la maison le vendredi affichent un taux d'absentéisme de 50% inférieur. Ça aussi, c'est bon à savoir.
Euh, Plus le taux d'appel entrant augmente, plus les ventes augmentent, un peu comme l'exemple que j'ai montré tantôt. Plus les employés ont accès à des activités sociales, plus leur taux de satisfaction augmente. Alors, quand on peut faire ce genre de relation, il est possible qu'on puisse améliorer donc les décisions. Et je vous ai proposé quelques visualisations dans ce sens. Maintenant, réseau, logique, circulation, c'est plus ou moins la panacée d'Excel. En fait, des graphiques Excel. Il y a évidemment tout ce qui est, comment ça s'appelle déjà, le Smart Art dans Excel qui va vous permettre de faire un paquet de choses à ce niveau-là. Donc, on est vraiment en train de vouloir illustrer, je vais juste vous reprendre ici, donc illustrer ou mettre en évidence un flux d'informations quelconque. Je vous avais notamment parlé dans un article, et je vais essayer de le retrouver ici. Si je mets distribution, je présume que je vais tomber dessus. Il y a une application ou un add-in, en fait, Excel que vous pouvez utiliser pour regarder donc votre système, en fait, votre distribution, c'est celui-là ici. Je ne sais pas si je vais retrouver l'article, mais donc, par exemple, sur la carte ici, on est en train d'étudier le système de distribution. Donc, visuellement, c'est ce que l'on est en train de regarder. En fait, c'est l'approvisionnement que je devrais plutôt dire. Approvisionnement. Je vais prendre le temps de le trouver parce que je pense que ça peut vous intéresser. Voilà ici, un add-in efficace pour gérer votre chaîne d'approvisionnement. Alors, je n'ai pas passé des heures à tester le add-in, mais le temps que j'ai mis à l'essayer, j'ai trouvé qu'il était vraiment hyper utile. La portion la moins bonne du add-in, c'est justement la visualisation de données. Mais par contre, il fait tout le traitement de données qui peut vous être utile. Donc, la portion tableau de bord, on repassera. Vous pourrez utiliser vos plus belles visualisations de données. Mais la portion carte, par exemple, ici, pour illustrer votre réseau de distribution, c'est franchement efficace. Alors, vous pourrez retourner sur l'article de blog et l'utiliser au besoin. Vous pouvez exploser donc des sections comme ça ici, avoir des infobulles. Ça fait toutes sortes de choses. C'est juste l'aspect visuel qui est un peu moins intéressant, mais c'est un outil qui a été mis à jour récemment. Donc, peut-être que les tableaux de bord sont un peu plus jolis. Mais bref, dans le cas où on cherche à illustrer des réseaux, notamment la logique, la circulation, si vous voulez le faire au niveau de l'approvisionnement, ça pourrait être un add-in intéressant dans Excel. Trier et présenter donc le rang de certains items, je pense que ça n'a pas besoin d'introduction, on comprend très bien ce que ça doit faire. Moi, lui que j'utilise le plus souvent, c'est le graphique à barre dans ce temps-là, le top 5 des ventes, comme je disais tantôt. Ça me semble être la visualisation de données la plus efficace dans ce scénario-là. Parfois aussi, on veut juste montrer un seul chiffre, un chiffre frappant. Alors, encore une fois, les 3 premières tuiles ici peuvent servir, même la gaufre accompagnée d'un pourcentage serait peut-être même encore mieux, peuvent servir donc efficacement. Il est possible aussi d'y aller avec des images. Par exemple, ici, je veux regarder qu'il y a 5 hommes sur 10, 4 femmes sur 10, 3 vieillards, je ne devrais pas dire vieillards, hein, je devrais dire aînés, 3 aînés sur 10 qui ont répondu à telle et telle chose, par exemple, et 2 bébés ont répondu. Alors, je ne vais pas pratiquer mon exemple, ça paraît. Mais vous pourriez donc travailler avec des images dans Excel comme ça. Vous pouvez aussi vous créer vos propres tuiles. Moi, j'appelle ça une tuile. Vous voyez ici, il y a un chiffre, c'est 102. En même temps, il y a un deuxième chiffre et un troisième chiffre. On dit 102, il y avait 121 au budget, l'écart est de moins 16, mais on met vraiment l'accent ici sur le 102. Alors, je compose un peu ma tuile. Il est possible de faire un tachymètre aussi. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne notamment dans ma formation Excel tableau de bord niveau 1.
Alors, le tachymètre, c'est pas quelque chose qui existe dans Excel. Vous ne le trouverez pas, ce graphique-là, mais vous pouvez très bien vous le construire vous-même. Et un des graphiques qui est intéressant, c'est aussi le bullet chart. Alors, bullet chart, donc, pour regarder un chiffre, mais aussi le regarder par rapport à une cible et par rapport à différentes zones de satisfaction, si j'ose dire. Est-ce que le résultat est jugé satisfaisant, très satisfaisant, non satisfaisant, et ainsi de suite. Le bullet chart, c'est d'ailleurs un graphique, mon Dieu, ça prend du temps à charger, je suis désolée, ça devrait s'en venir. C'est un graphique qui est, oh mon Dieu, tout ça pour ça. Il n'y a pas grand-chose ici. C'est un graphique qui est très en fait, glorifié, j'allais dire, par Stephen Few notamment. Alors, je vous avais parlé dans un article de blog, justement, de la fameuse visualisation de Stephen Few, où il utilise le bullet chart, donc, et j'ai reproduit le tout dans Excel, donc ça reprend un peu une des sections du tableau de bord de Stephen Few. Et je pense que c'est utile parce que ça prend peu de place et ça donne beaucoup d'informations. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, mais ça se construit dans Excel. Encore une fois, ce n'est pas un graphique qui est disponible, intégré dans votre version Excel. Vous devez le bricoler, mais ça se bricole. Et je l'enseigne notamment dans la formation Excel tableau de bord niveau 2. Maintenant, variation, écart et déviation, on revoit des graphiques, donc des visualisations qu'on a déjà regardées dans d'autres catégories, parce qu'au risque de me répéter, on peut utiliser plusieurs visualisations pour plusieurs catégories, n'est-ce pas? Et donc, avec tout ça, je pense que vous avez déjà là pas mal de choix pour vous donner des idées quand vous travaillerez, donc, notamment dans vos tableaux de bord. Alors, c'est maintenant le temps du code promotionnel. Alors, le code promotionnel pourra être appliqué à une de nos formations en classe que vous allez retrouver dans la section calendrier de formation. Vous allez voir nos formations en classe, donc par date, bien évidemment. Et vous allez retrouver au 1er mars la formation Créer des visualisations de données percutantes. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser un code promotionnel qui vous donne 25% de rabais à l'inscription. Alors, le code, c'est celui-ci que vous voyez à l'écran. Je vais vous laisser le temps de le prendre en note. Alors, quand vous allez vous inscrire via le calendrier, donc, vous allez insérer le code et vous aurez automatiquement un rabais de 25%. Mais attention, ceci se termine donc le 15 décembre 2018. Alors, vous devez utiliser le code avant le 15 décembre 2018. Alors, évidemment, en 1 heure, on a couru. On court tout le temps en 1 heure, mais dans une journée complète sur le sujet des visualisations de données, on fait dans cette formation-là 2 ateliers. Un sur les visualisations de données à proprement parler. Donc, vous allez choisir une visualisation de données que vous allez améliorer. Donc, vous allez faire un makeover d'une visualisation de données en utilisant notamment une grille pour vérifier chacun des items, pour vérifier que ce soit optimal. Et vous allez également travailler à déterminer les indicateurs que vous allez utiliser dans un projet qui est plus grand, donc un projet de tableau de bord ou de rapport. Et là, pendant que je vous parle, je vois que c'est marqué percutant et ça m'énerve, donc je vais marquer percutante. Alors, on va vraiment faire de la visualisation de données au niveau de la tuile comme telle, du graphique, mais aussi au niveau du tableau de bord, donc faire parler le tableau de bord ou le rapport en question. Alors, copiez le code ici, 25 DataVis 1, ici c'est un 1 mars 2019,
pour vous inscrire à notre visualisation, créer des visualisations de données percutantes. Donc, vous cliquez dessus à partir du calendrier et quand vous allez ajouter le tout à votre panier, on va vous demander si vous avez un code promotionnel et vous pourrez le rentrer. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire qui finalement n'était pas tout à fait un webinaire, mais bien une vidéo préenregistrée. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter notre blog, notre forum, regarder nos outils, nos formations. Vous pouvez regarder nos abonnements également et pourquoi pas vous abonner à notre blog si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine.